Il était 2h08 lorsque j'ai découvert qu'il n'avait pas de bouche. Le visage à la caméra de surveillance était parfait, souriant, familier. Mais quand j'ai regardé de plus près, la peau sous le nez était lisse, comme si quelqu'un avait effacé sa bouche avec une gomme. Le plus terrifiant, c'est que je reconnaissais ses yeux. C'étaient les miens. La première fois que l'interphone a sonné cette nuit-là, j'étais encore dans ce demi-sommeil où les cauchemars se mélangent à la réalité. 3 coups brefs, puis un silence qui s'étire dans la cage d'escalier vide de mon immeuble parisien. Je me suis dit que c'était Madame Chen du 3e, qui confond parfois les étages quand elle rentre tard de son travail de nuit à l'hôpital Cochin. Mais Madame Chen n'habitait plus là depuis 6 mois. Je l'avais aidée à déménager ses cartons en septembre dernier, et son appartement était resté vide depuis. Les meubles avaient laissé des marques plus claires sur le parquet, comme des fantômes d'une vie qui n'existait plus. L'interphone de mon immeuble haussmannien est l'un de ces vieux modèles en bakélite noir qui grésillent même quand personne ne parle. Le bouton de réponse est usé par des milliers de doigts et la membrane du haut-parleur vibre étrangement, donnant à toutes les voix cette texture métallique caractéristique des années 80. Quand on appuie sur le bouton d'ouverture, on entend toujours ce déclic lourd qui résonne dans toute la cage d'escalier. Cette nuit-là, pourtant, quand j'ai pressé le bouton de réponse, il n'y a eu que ce silence électrique, celui qui précède toujours une voix. Mais aucune voix n'est venue. Juste cette respiration légère, presque imperceptible, comme si quelqu'un retenait son souffle de l'autre côté. Mon appartement au 5e étage donne sur la cour intérieure, pas sur la rue. Pour voir qui sonne, il faut que je descende jusqu'au hall d'entrée, où se trouve l'écran de contrôle relié aux caméras de surveillance installées l'année dernière par le syndic. Ces caméras ont été ajoutées après les cambriolages de l'été. 3 appartements vidés en 15 jours pendant les vacances d'août. J'ai enfilé mes chaussons et je suis descendu dans l'obscurité de l'escalier. Les minuteries ne fonctionnaient qu'à moitié depuis des semaines, et seule une ampoule sur 3 s'allumait quand on appuyait sur l'interrupteur. L'odeur de cire et de poussière flottait dans l'air confiné, mélangée à ce parfum chimique des produits d'entretien que la femme de ménage utilise le mardi matin. Arrivé devant l'écran de surveillance dans le hall, j'ai eu ce premier choc qui m'a glacé jusqu'aux os. L'image était parfaitement nette, en couleur, avec l'horodatage qui indiquait 2h08. Un homme se tenait devant la porte d'entrée, dos à la caméra, immobile comme une statue. Il portait mon manteau, celui que j'avais acheté aux Galeries Lafayette l'hiver dernier, avec cette petite déchirure sur la manche gauche que je n'avais jamais fait réparer. L'homme avait exactement ma taille, ma corpulence. Ses cheveux avaient la même couleur châtain que les miens, cette nuance particulière que ma mère appelait « brun cendré » quand j'étais enfant. Même sa façon de se tenir, légèrement déhanché sur la jambe droite, correspondait parfaitement à ma posture habituelle quand j'attends quelque chose. Puis il s'est retourné vers la caméra, et j'ai vu mon propre visage me regarder à travers l'écran. Mes yeux verts, mes traits familiers, cette petite cicatrice au-dessus du sourcil droit que je m'étais faite en tombant de vélo à l'âge de 8 ans. Tout était parfait, reconnaissable,
troublant de précision, sauf la bouche qui n'existait pas. La peau était lisse, continue, comme si on avait posé un filtre numérique pour effacer cette partie du visage. L'homme qui me ressemblait parfaitement souriait sans lèvres, parlait sans bouche, respirait sans que je puisse comprendre comment. C'était anatomiquement impossible, et pourtant l'image était là, nette, indiscutable. J'ai reculé d'un pas, heurté la boîte aux lettres métallique qui a résonné dans le hall silencieux. Mon reflet dans la vitre de la porte d'entrée me renvoyait mon visage normal, intact, avec ma bouche bien présente. Mais sur l'écran de surveillance, l'autre continuait de me fixer avec cette expression bienveillante et impossible. Il a levé la main droite vers la caméra, exactement comme je l'aurais fait pour saluer quelqu'un. Ses doigts étaient les miens, jusqu'à cette petite tache brune sur l'index que j'avais depuis l'enfance. Il portait ma montre, celle que mon père m'avait offerte pour mes 25 ans, avec le bracelet en cuir usé que je n'arrivais pas à me résoudre à changer. L'interphone a sonné de nouveau. 3 coups identiques au premier. Cette fois, j'ai vu sur l'écran l'homme appuyer sur le bouton, mais aucun son ne sortait de sa bouche, inexistante. Le grésillement de l'appareil transmettait seulement ce murmure électronique, cette vibration sourde qui ressemblait presque à une voix sans en être une. J'ai pressé le bouton de réponse avec des mains tremblantes. « Qui êtes-vous » ai-je demandé dans le silence du hall. Ma voix résonnait étrangement dans l'espace vide, comme si elle rebondissait sur les murs carrelés pour se perdre dans les hauteurs de la cage d'escalier. Sur l'écran, l'homme a incliné la tête légèrement vers la droite, exactement comme je le fais quand je réfléchis. Il a pointé du doigt vers la serrure de la porte d'entrée, puis vers moi, enfin vers l'interphone. Son message était clair. Il voulait entrer. Il voulait que je lui ouvre. Quelque chose dans mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. J'ai fermé les yeux, compté jusqu'à 10, respiré profondément comme on me l'avait appris pendant mes crises d'angoisse de l'année dernière. Quand j'ai rouvert les yeux, l'homme était toujours là, patient, immobile, avec ce visage qui était le mien et cette absence de bouche qui défiant toute logique. J'ai vérifié l'heure sur ma montre, 2h12, puis j'ai regardé l'horodatage de la caméra, 2h12 également. Tout concordait, tout était réel, documenté, enregistré. Cette réalité technologique rendait l'impossible encore plus troublant, car elle excluait le rêve ou l'hallucination. L'homme sur l'écran a sorti quelque chose de sa poche, un objet que j'ai mis quelques secondes à identifier. C'étaient mes clés, avec le porte-clés en forme de tour Eiffel que m'avait rapporté ma sœur de son voyage touristique. Les mêmes clés qui se trouvaient normalement sur ma table de nuit, à côté de mon réveil et de mes lunettes de lecture. Il a levé les clés vers la caméra, les a fait teinter doucement. Le son métallique a traversé l'interphone avec une clarté parfaite, contrastant avec l'absence totale de sa voix. C'était un son familier, quotidien, qui résonnait dans ma mémoire comme la bande sonore de ma routine matinale quand je partais travailler. Pris d'une intuition soudaine, j'ai couru vers l'ascenseur. La cabine était coincée entre le 2e et le 3e étage depuis une semaine. Alors j'ai grimpé les marches 4 à 4, le cœur battant si fort que j'entendais son écho dans la cage d'escalier silencieuse.
Mes chaussons glissaient sur le carrelage usé et je me suis rattrapé plusieurs fois à la rampe en fer forgé. Ma porte d'appartement était fermée à clé, comme toujours. J'ai cherché mes poches, pas de clé. J'ai vérifié dans l'appartement à travers le Judas. Mes clés n'étaient plus sur la table de nuit. L'objet le plus quotidien de ma vie avait disparu et se trouvait maintenant entre les mains de cet homme impossible qui m'attendait en bas. Je suis redescendu plus lentement, essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Chaque marche me rapprochait de cette confrontation que je ne voulais pas vivre, mais que je ne pouvais pas éviter. L'air de la cage d'escalier me semblait plus dense, plus lourd, chargé d'électricité comme avant un orage. Dans le hall, l'écran de surveillance montrait toujours l'homme qui m'attendait. Il avait changé de position. Maintenant, il se tenait de profil, et je pouvais voir parfaitement l'absence de bouche sur son visage. La peau était tendue, lisse, sans aucune cicatrice ni trace de chirurgie. C'était comme si cette partie de l'anatomie n'avait jamais existé. Il tenait toujours mes clés dans sa main droite, les faisait tourner lentement autour de son index. Ce geste m'était familier. C'était exactement ce que je faisais quand j'étais nerveux ou que j'attendais quelque chose. Voir mes propres tics reproduits par cet étranger qui avait mon visage créait un malaise profond, viscéral. L'horloge murale du hall indiquait maintenant 2h16. 4 minutes s'étaient écoulées depuis le premier coup de sonnette, et j'avais l'impression que le temps s'étirait anormalement. Chaque seconde durait une éternité. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour dans ma poitrine. J'ai approché ma main du bouton d'ouverture de la porte. Le métal était froid sous mes doigts et je sentais vibrer le mécanisme électrique à l'intérieur. Sur l'écran, l'homme avait tourné la tête vers la caméra, comme s'il savait exactement ce que j'étais en train de faire. Ses yeux me fixaient avec une intensité troublante, et j'y lisais quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Le doute m'a saisi brutalement. Et si c'était vraiment moi? Et si, d'une façon inexplicable, j'étais à la fois dans le hall et devant la porte d'entrée? Les cas de dédoublement de personnalité existent. J'avais lu des articles là-dessus. Peut-être que ma conscience s'était fractionnée, que je vivais 2 réalités simultanées, sans m'en rendre compte. Cette hypothèse expliquait la présence de mes clés, de mon manteau, de tous ces détails impossibles à reproduire pour un étranger. Elle expliquait aussi pourquoi l'homme connaissait parfaitement mes gestes, mes tics, ma façon de me tenir. Qui d'autre que moi pourrait me copier avec une telle précision? Mais elle n'expliquait pas l'absence de bouche, ce détail anatomique impossible qui transformait une situation déjà troublante en cauchemar éveillé. J'ai touché mes propres lèvres pour me rassurer. Elles étaient bien là, chaudes, réelles, normales. Mon reflet dans la vitre me confirmait que mon visage était intact. L'homme sur l'écran a levé sa main libre vers sa gorge, l'a posée doucement sur sa paume d'Adam. J'ai vu le muscle bouger sous sa peau, comme s'il essayait de parler, de forcer un son à sortir de cette bouche qui n'existait pas. L'effort était visible, douloureux, désespéré. C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma propre voix sortir de l'interphone. Pas une imitation, pas une ressemblance. Ma voix exacte, avec ses intonations particulières, ses inflexions,
cette légère nasalisation que je détestais sur les enregistrements. « Ouvre-moi » a dit ma voix. « S'il te plaît, ouvre-moi, j'ai froid. » Je me suis mordu la langue pour vérifier que je ne parlais pas. Le goût du sang a envahi ma bouche, métallique et chaud. Sur l'écran, l'homme n'avait pas bougé. Sa main était toujours sur sa gorge, et sa bouche inexistante ne pouvait évidemment pas articuler un seul mot. Pourtant ma voix continuait de sortir de l'interphone, de plus en plus pressante. « J'ai oublié mes clés », disait ma voix. « Tu sais comme je suis distrait. Souviens-toi, la semaine dernière, j'avais laissé mon portefeuille au bureau et tu avais dû me prêter de l'argent pour le métro. Ouvre-moi, je t'en prie. Il fait très froid dehors. » Ces détails étaient exacts. La semaine dernière, j'avais effectivement oublié mon portefeuille au bureau et j'avais dû emprunter 4,50 € à mon collègue Julien pour prendre le métro jusqu'à chez moi. Mais personne d'autre ne connaissait cet épisode banal de ma vie quotidienne. Comment cette voix pouvait-elle le savoir? L'homme sur l'écran a baissé sa main et s'est approché de la caméra. Son visage remplissait maintenant tout l'écran, déformé par la proximité de l'objectif grand angle. Je pouvais voir chaque détail de sa peau, chaque pore, chaque ride naissante. C'était un visage parfaitement humain, parfaitement normal, sauf pour cette absence béante qui remplaçait sa bouche. Ma voix dans l'interphone s'est faite plus douce, plus intime. Tu te rappelles quand on était petit et qu'on jouait à cache-cache dans la maison de grand-mère? Tu te cachais toujours dans le placard, sous l'escalier, avec cette odeur de naphtaline et de vieux bois. Maman nous cherchait partout, et quand elle nous trouvait, elle riait tellement qu'elle en pleurait. Ce souvenir était enfoui si profondément dans ma mémoire que je l'avais presque oublié. La maison de ma grand-mère paternelle, à Meaux, avec son escalier en chêne et ce placard où je me réfugiais quand j'avais peur ou que je voulais être seul. L'odeur était exactement comme la voix l'avait décrite. Naphtaline, bois verni et cette poussière particulière des maisons anciennes. Mais nous n'étions jamais deux à jouer à cache-cache. J'étais fils unique, et ces jeux solitaires dans la maison de grand-mère appartenaient à mes souvenirs les plus intimes. Comment cette voix pouvait-elle parler de nous? Comment pouvait-elle transformer mes souvenirs personnels en mémoire partagée? L'homme sur l'écran a tendu la main vers la caméra, comme s'il essayait de toucher l'objectif. Ses doigts se sont posés sur la lentille, l'ont caressé doucement. J'ai eu l'impression bizarre qu'il me touchait réellement, que sa main traversait l'écran pour venir effleurer mon visage. Un frisson m'a parcouru l'échine. « Laisse-moi entrer », a continué ma voix dans l'interphone. « Tu sais que c'est moi. Tu reconnais ma voix. Tu reconnais mon visage. Nous sommes la même personne, toi et moi. Nous avons les mêmes souvenirs, les mêmes peurs, les mêmes rêves. La seule différence, c'est que moi, je suis dehors dans le froid et que toi, tu es à l'intérieur au chaud. » Cette logique était imparable et terrifiante à la fois. Si cet homme était vraiment moi, comment pouvais-je lui refuser l'entrée? Quel droit avais-je de me maintenir dehors, dans la nuit glacée de février? Mais si ce n'était pas moi, alors qui était-ce et comment connaissait-il tous ces détails de ma vie? J'ai regardé ma montre, 2h23. Plus de 15 minutes s'étaient écoulées depuis le premier coup de sonnette,
et la situation ne devenait que plus étrange et plus inquiétante. L'homme sur l'écran était patient, immobile, comme s'il avait toute la nuit devant lui. Il savait que j'allais finir par lui ouvrir. Les lumières du hall ont vacillé, comme elles le font parfois quand il y a des orages. Mais il n'y avait pas d'orage cette nuit-là, juste ce froid sec et clair de l'hiver parisien. Les néons ont grésillé, se sont éteints une seconde, puis se sont rallumés avec cette lueur blanche et crue qui fait paraître tous les visages cadavériques. Dans cette brève obscurité, j'ai eu l'impression que quelque chose avait bougé dans le hall. Une présence, une ombre, quelque chose qui n'était pas là avant. Mais quand la lumière est revenue, j'étais seul face à l'écran de surveillance, seul avec cette image impossible d'un homme qui était moi, sans être moi. Ma voix dans l'interphone avait changé de ton. Elle était maintenant plus grave, plus pressante. Tu ne peux pas rester là éternellement. Il faut que tu choisisses. Soit tu m'ouvres et tu acceptes ce qui t'arrive, soit tu remontes dans ton appartement et tu essaies d'oublier cette nuit. Mais dans ce cas, demain matin, tu trouveras ma trace partout dans ta vie. Cette menace était prononcée avec ma propre voix, ce qui la rendait d'autant plus troublante. C'était comme si une partie de moi-même menaçait l'autre, comme si ma personnalité s'était scindée en deux entités hostiles, le moi du dedans et le moi du dehors, face à face dans cette confrontation nocturne. Sur l'écran, l'homme a reculé de quelques pas. Il s'est positionné de manière à ce que je puisse voir son corps entier, de la tête aux pieds. Il portait non seulement mon manteau, mais aussi mon jean préféré, mes chaussures de marche, même cette écharpe tricotée que m'avait offerte ma mère l'hiver dernier et que je mettais rarement parce qu'elle me grattait le cou. Il a commencé à déboutonner le manteau, lentement, méthodiquement. Dessous, il portait mon pull bleu marine, celui avec le petit accroc près de la couture de l'épaule gauche. Comment était-ce possible? Ce pull était dans ma commode, dans ma chambre, à 5 étages au-dessus. Je l'avais vu là en cherchant mes clés quelques minutes plus tôt. L'homme a enlevé complètement le manteau et l'a tenu vers la caméra. J'ai pu voir l'étiquette cousue à l'intérieur, avec mon nom écrit au feutre indélébile, comme ma mère me l'avait appris quand j'étais au collège. Thomas Moreau, 5e étage, appartement 17. Mon nom complet, mon adresse exacte, écrite de ma propre main. « Tu vois » a dit ma voix dans l'interphone, « ce manteau t'appartient, ces vêtements t'appartiennent, ce corps t'appartient. Je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un intrus. Je suis toi, Thomas. Je suis toi qui as trouvé un moyen de sortir pendant que tu dormais. » Cette explication était absurde, mais elle avait une cohérence interne troublante. Et si j'avais vraiment une forme de somnambulisme? Et si pendant mon sommeil, je me levais, je m'habillais, je sortais de l'appartement, et que je me retrouvais ensuite enfermé dehors, sans m'en souvenir? Cela expliquerait la présence de mes vêtements, de mes clés, de tous ces détails impossibles. Mais cela n'expliquait toujours pas l'absence de bouche. Ce détail anatomique défait toutes les explications rationnelles. Un somnambule conserve son intégrité physique. Il ne perd pas des parties de son visage en dormant. Cette impossibilité biologique me ramenait à la réalité. Quelque chose de fondamentalement anormal était en train de se passer.
L'homme a remis le manteau et s'est approché de nouveau de la caméra. Cette fois, il a posé sa main droite à plat contre l'objectif, exactement comme on pose sa main sur une vitre pour saluer quelqu'un de l'autre côté. Sa paume était large, ses doigts longs et fins, exactement comme les miens. Même la forme de ses ongles était identique. « Pose ta main sur l'écran », a dit ma voix dans l'interphone. « Pose ta main contre la mienne. Tu verras qu'elles sont parfaitement identiques. Nous avons les mêmes lignes de vie, les mêmes lignes de cœur, les mêmes cicatrices. Comment peux-tu nier l'évidence ?» Malgré ma peur, j'ai été tenté d'obéir. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette voix qui était la mienne. Quelque chose de rassurant dans l'idée d'un contact, même virtuel, avec cet être impossible. J'ai levé ma main droite vers l'écran, l'ai approché lentement de la surface froide. Au moment où ma paume a touché l'écran, j'ai ressenti une décharge électrique qui m'a traversé tout le corps. Ce n'était pas douloureux, plutôt comme une vibration intense, un fourmillement qui partait de ma main pour se répandre dans tout mon organisme. L'écran s'est brouillé quelques secondes, puis l'image est redevenue nette. L'homme avait retiré sa main de la caméra, mais je gardais la mienne collée à l'écran. La sensation électrique persistait, créant un lien étrange entre nous deux. J'avais l'impression que nos deux mains se touchaient réellement, que l'écran n'était qu'une illusion et que nos paumes étaient en contact direct. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» a murmuré ma voix dans l'interphone. Cette connexion entre nous, cette reconnaissance, nos corps se souviennent l'un de l'autre, même si nos esprits résistent encore. Nous sommes deux moitiés d'un même tout, Thomas, deux aspects d'une même conscience. J'ai retiré ma main brusquement, comme si l'écran m'avait brûlé. La sensation électrique a cessé immédiatement, me laissant avec l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. L'homme sur l'écran a baissé la tête, comme s'il était déçu de cette rupture de contact. Ses épaules se sont affaissées, et son langage corporel exprimait une tristesse profonde. « Tu as peur de moi », a constaté ma voix dans l'interphone. « Tu as peur de toi-même. C'est compréhensible. Personne n'aime être confronté à ses propres mystères, à ses propres contradictions. Mais la peur ne fera pas disparaître la réalité. Je suis là, je suis réel, et je ne partirai pas. » Cette dernière phrase sonnait comme une menace et une promesse à la fois. L'homme a levé les yeux vers la caméra, et j'ai vu dans son regard une détermination inébranlable. Il n'avait pas l'intention d'abandonner, pas l'intention de s'en aller. Il resterait là, devant la porte, aussi longtemps qu'il le faudrait. J'ai consulté de nouveau ma montre, 2h31. Une demi-heure s'était écoulée depuis le début de cette confrontation nocturne, et je n'étais pas plus près de comprendre ce qui m'arrivait. Si quelque chose, la situation s'était complexifiée, enrichie de détails troublants qui défait toute explication rationnelle. L'homme a sorti de sa poche un objet que j'ai mis du temps à identifier. C'était un petit carnet noir, relié de cuir, avec un élastique pour le maintenir fermé. Mon carnet intime, celui dans lequel j'écrivais mes pensées les plus privées, mes peurs, mes rêves, mes projets secrets que je ne partageais avec personne. Ce carnet était censé se trouver dans le tiroir de ma table de nuit, sous une pile de mouchoirs, en papier et de vieux magazines. C'était mon refuge secret.
l'endroit où je déversais tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Le voir, entre les mains de cet étranger qui avait mon visage, était une violation profonde de mon intimité. L'homme a ouvert le carnet à une page visiblement choisie d'avance. Il l'a tenue vers la caméra, assez proche pour que je puisse lire le texte écrit à l'encre bleue de mon stylo préféré. C'était mon écriture, reconnaissable entre mille avec ses boucles caractéristiques et cette façon particulière de former les lettres majuscules. La page qu'il montrait datait du mois de novembre dernier. J'y avais écrit mes angoisses concernant la solitude, mes peurs de finir ma vie seul dans cet appartement parisien, entouré de voisins que je ne connaissais pas vraiment. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible, avais-je écrit, comme si je n'existais que dans ma propre tête, comme si le monde continuait de tourner sans moi. Ma voix dans l'interphone a lu ces mots à haute voix, avec exactement l'intonation que j'aurais utilisée. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible, comme si je n'existais que dans ma propre tête, comme si le monde continuait de tourner sans moi. Entendre mes pensées les plus intimes prononcées par ma propre voix créait un malaise indescriptible. « Tu te souviens de ce soir-là » a continué ma voix. « Tu revenais de dîner chez Sophie et Marc, et tu t'étais senti comme un étranger pendant toute la soirée. Ils parlaient de leurs projets de mariage, de leurs envies d'enfants. Et toi, tu restais silencieux dans ton coin, en te demandant ce que tu faisais là. » Le souvenir était exact dans ses moindres détails. Ce dîner chez Sophie et Marc, mes deux amis d'université, avait été particulièrement difficile à vivre. Ils formaient un couple épanoui depuis 5 ans, et leur bonheur évident me renvoyait à ma propre solitude, comme un miroir cruel. J'avais passé la soirée à sourire poliment, tout en me sentant complètement déconnecté de leur réalité. L'homme a tourné plusieurs pages du carnet, s'est arrêté sur une autre date. Cette fois, c'était un passage que j'avais écrit après une crise d'angoisse particulièrement violente, un soir de décembre où je m'étais réveillé en sursaut avec l'impression que quelqu'un me regardait. Et si j'avais un double quelque part, avais-je écrit, et s'il existait une autre version de moi qui vivrait la vie que je n'ose pas vivre. Cette phrase, relue dans le contexte de cette nuit étrange, prenait une résonance prophétique terrifiante. Avais-je inconsciemment prédit cette rencontre avec mon autre moi? Avais-je, par l'écriture, invoqué cette présence impossible qui se tenait maintenant devant ma porte? « Tu vois » a dit ma voix dans l'interphone. « Tu m'as appelé Thomas. Tu m'as créé par tes pensées, par tes peurs, par ton désir secret d'être quelqu'un d'autre. Je suis la réponse à toutes tes questions existentielles. Je suis celui que tu aurais pu être si tu avais eu le courage de tes rêves. » Cette explication métaphysique était encore plus troublante que les hypothèses rationnelles. L'idée que mes propres pensées puissent générer une entité physique autonome défait toutes les lois de la physique et de la logique. Pourtant, face à l'évidence de l'écran de surveillance, cette impossibilité semblait être la seule explication cohérente. L'homme a refermé le carnet et l'a remis dans sa poche. Il a ensuite sorti mon téléphone portable, celui que j'avais laissé en charge sur ma table de nuit, avant de m'endormir. L'écran s'est allumé, révélant ma page d'accueil, habituelle, avec ses icônes, soigneusement organisées, et cette photo de coucher de soleil
que j'avais prise l'été dernier en Bretagne. Il a navigué dans les menus avec l'aisance de quelqu'un qui connaît parfaitement l'appareil. Il a ouvert l'application Photo et a sélectionné un cliché que je ne me souvenais pas d'avoir pris. C'était une photo de moi, debout devant un miroir, mais avec une particularité troublante. Mon reflet dans le miroir n'avait pas de bouche. Tu l'as prise il y a 3 semaines, a expliqué ma voix dans l'interphone. Un matin où tu t'es réveillé avec l'impression bizarre d'avoir rêvé de quelqu'un qui te ressemblait parfaitement. Tu as voulu vérifier quelque chose dans le miroir de la salle de bain et tu as eu ce réflexe de prendre une photo. Mais tu l'as effacée immédiatement. Tu as refusé de voir ce qu'elle révélait. Je n'avais aucun souvenir de cet épisode, mais la photo était bien là, stockée dans mon téléphone, avec la date et l'heure correspondantes. Comment était-ce possible? Comment avais-je pu prendre une photo si troublante et l'oublier complètement? Et surtout, comment expliquer cette anomalie visuelle dans le reflet? L'homme a fait défiler d'autres photos que je ne reconnaissais pas, des clichés de moi dans différentes situations, sortant de l'immeuble, marchant dans la rue, assis sur un banc dans un parc. Sur toutes ces photos, j'avais le même visage sans bouche, cette absence anatomique impossible qui transformait chaque cliché en image d'horreur. Je t'accompagne depuis des mois à révéler ma voix. Chaque fois que tu sors, chaque fois que tu te promènes dans Paris, je suis là, quelque part dans la foule. Je suis ton ombre, ta part cachée, celle que tu refuses de regarder en face. Ces photos sont la preuve de ma présence constante dans ta vie. Cette révélation était encore plus terrifiante que l'apparition nocturne. L'idée que cet être m'avait observé, suivi, photographié pendant des mois, sans que je m'en rende compte, transformait ma perception de ma propre existence. Combien de fois avais-je eu cette impression d'être regardé, épié, sans pouvoir identifier la source de cette sensation? L'homme a rangé le téléphone et s'est approché de nouveau de la caméra. Son visage remplissait l'écran, déformé par l'objectif grand angle, mais parfaitement reconnaissable. J'avais l'impression de me regarder dans un miroir déformant qui aurait effacé ma bouche tout en préservant le reste de mes traits. « Il est temps que tu acceptes la vérité », a dit ma voix avec une douceur pressante. « Il est temps que tu me laisses entrer. Nous ne pouvons pas continuer à exister séparément, Thomas. Cette division nous épuise tous les deux. Tu as besoin de moi, autant que j'ai besoin de toi. » L'argument était d'une logique implacable. Si cet homme était vraiment une partie de moi-même, alors notre séparation était effectivement contre nature. Mais quelque chose dans mon instinct résistait encore, me murmurait que cette fusion pourrait être dangereuse, irréversible. J'ai regardé l'horloge du hall, 2h47. Presque 1 heure s'était écoulée depuis le premier coup de sonnette, et la nuit semblait s'étirer indéfiniment. J'avais l'impression d'être pris dans une bulle temporelle, un espace-temps suspendu où les règles normales de l'existence ne s'appliquaient plus. L'homme sur l'écran a levé sa main droite et a commencé à tracer quelque chose sur la vitre de la caméra. Ses doigts laissaient des traces invisibles, mais je comprenais parfaitement ce qu'il écrivait. « Ouvre ». Le mot apparaissait lettre par lettre, tracé à l'envers depuis son côté, mais parfaitement lisible du mien.
Ce simple mot, écrit par ma propre main, résonnait dans ma tête comme un ordre hypnotique. Ouvre, ouvre la porte, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, accepte cette réalité impossible qui se présente à toi. Laisse entrer cette autre version de toi-même qui t'attend patiemment dans la nuit froide. Ma main s'est dirigée presque involontairement vers le bouton d'ouverture de la porte. Le métal était froid sous mes doigts et je sentais vibrer le mécanisme électrique prêt à se déclencher. Il suffisait d'une simple pression pour que cette barrière physique disparaisse, pour que l'homme sans bouche puisse enfin entrer dans l'immeuble. Mais au moment où j'allais appuyer, j'ai entendu un bruit venant d'en haut. Des pas dans l'escalier. Quelqu'un qui descendait lentement, méthodiquement. Le son des chaussures sur le carrelage résonnait dans la cage d'escalier silencieuse, comme un écho venu d'un autre monde. Quelqu'un d'autre était réveillé dans l'immeuble. J'ai retiré ma main du bouton et j'ai regardé vers l'escalier. Les pas se rapprochaient, accompagnés maintenant d'une respiration légèrement sifflante, comme celle d'une personne âgée ou essoufflée. La minuterie du 3e étage s'est allumée, projetant un ray de lumière jaunâtre dans la cage d'escalier. Madame Dubois du 4e étage est apparue dans l'escalier, vêtue de sa robe de chambre, en pilou rose, et de ses chaussons en feutre gris. Elle avait 80 ans passés, des cheveux blancs toujours parfaitement coiffés, et cette démarche prudente des personnes qui ont peur de tomber. Elle descendait en tenant fermement la rampe de sa main droite. « Bonsoir, monsieur Thomas », a-t-elle dit de sa voix douce, légèrement éraillée par l'âge. « J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai entendu des voix, et comme j'arrivais pas à dormir à cause de mes douleurs, je me suis dit que j'allais voir si tout allait bien. » Sa présence était rassurante et troublante à la fois. Rassurante parce qu'elle rompait l'isolement de cette confrontation nocturne. Troublante parce qu'elle risquait d'être témoin de quelque chose qu'elle ne pourrait pas comprendre. Comment expliquer à une octogénaire qu'il y avait un homme sans bouche qui m'attendait devant la porte d'entrée? « Bonsoir, Madame Dubois », ai-je répondu en essayant de paraître normal. « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'était juste un problème avec l'interphone. Quelqu'un s'était trompé de numéro. » Elle s'est approchée de moi, a ajusté ses lunettes sur son nez et a regardé l'écran de surveillance. J'ai retenu ma respiration, me préparant à sa réaction quand elle verrait l'homme impossible. Mais son expression n'a pas changé. Elle a froncé légèrement les sourcils, comme si elle avait du mal à distinguer les détails de l'image. « Je ne vois personne », a-t-elle dit après quelques secondes d'observation. « L'écran est tout noir. Vous êtes sûr que quelqu'un a sonné ?» J'ai regardé l'écran à mon tour, incrédule. L'image était parfaitement nette de mon côté. L'homme se tenait toujours devant la porte, immobile, patient, avec son visage sans bouche, tourné vers la caméra. Mais visiblement, Madame Dubois ne voyait rien de tout cela. Pour elle, l'écran était effectivement noir, vide, normal. « Vous ne le voyez vraiment pas ?» ai-je insisté, pointant du doigt vers l'homme sur l'écran. Là, devant la porte d'entrée, il porte un manteau sombre, il tient des clés à la main. Madame Dubois a plissé les yeux, s'est approchée encore plus près de l'écran. Elle a même posé sa main ridée sur la surface pour mieux voir, exactement comme je l'avais fait quelques minutes plus tôt. Mais elle a secoué la tête.
perplexe. Non, mon petit Thomas, il n'y a personne. L'écran ne montre que la porte d'entrée, et elle est fermée. Peut-être que votre vision vous joue des tours. Ça arrive, quand on était fatigué ou stressé. Moi, parfois, je vois des ombres bouger dans mon appartement, mais c'est juste mon imagination. Cette explication rationnelle aurait dû me rassurer, mais elle ne faisait qu'approfondir le mystère. Comment était-il possible que deux personnes regardent le même écran et voient des choses complètement différentes? Étais-je en train d'halluciner? Étais-je victime d'une crise psychotique qui transformait ma perception de la réalité? Ma voix a continué de sortir de l'interphone, mais ni Madame Dubois ni moi n'entendions plus rien. Pour elle, l'appareil était silencieux, et elle n'avait pas l'air de remarquer que des sons en sortaient. C'était comme si l'homme, sans bouche, et sa voix n'existait que pour moi, dans une dimension parallèle, accessible à moi seul. « Vous devriez remonter vous coucher », a conseillé Madame Dubois, avec cette sollicitude maternelle qu'elle avait toujours eue pour moi depuis mon emménagement. « Il est tard, et vous avez l'air épuisé. Une bonne nuit de sommeil vous fera le plus grand bien. Et si jamais il y a vraiment quelqu'un qui sonne au milieu de la nuit, n'ouvrez surtout pas. On ne sait jamais qui ça peut être. » Son conseil était sage, mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. L'homme sur l'écran me regardait avec une intensité croissante, et je sentais que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Si je remontais dans mon appartement, si je fuyais cette confrontation, je ne saurais jamais la vérité sur ce qui m'arrivait. « Madame Dubois, ai-je demandé avec précaution, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de voir une autre version de vous-même, comme un double, un sosie parfait qui aurait vécu une vie parallèle à la vôtre? » Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Ma question était bizarre, et je voyais bien qu'elle se demandait si je n'étais pas en train de perdre la raison. Mais elle a réfléchi quelques instants avant de répondre, avec cette gravité que prennent les personnes âgées quand elles abordent des sujets métaphysiques. « Une fois quand j'étais jeune mariée, a-t-elle dit lentement, j'ai cru voir mon défunt mari dans la rue, 3 mois après son accident. Il avait exactement la même allure, la même façon de marcher, les mêmes vêtements qu'il portait le jour de sa mort. J'ai couru derrière lui, mais quand l'homme s'est retourné, ce n'était qu'un étranger qui ne lui ressemblait même pas. » Elle a marqué une pause, perdue dans ses souvenirs, puis a ajouté « Le chagrin nous fait voir des choses qui n'existent pas, mon petit Thomas. Nos désirs et nos peurs prennent parfois la forme de personnes réelles dans notre imagination, mais ça ne veut pas dire qu'elles existent vraiment. » Cette explication psychologique était cohérente, mais elle ne tenait pas compte de tous les éléments matériels, mes clés, mes vêtements, mon carnet, les photos dans mon téléphone. Des hallucinations ne peuvent pas manipuler des objets physiques, ne peuvent pas laisser de traces tangibles dans la réalité. Il y avait forcément autre chose. L'homme sur l'écran s'est éloigné de la caméra et a fait quelques pas vers la droite, sortant du champ de vision. Pour la première fois depuis le début de cette nuit étrange, je ne pouvais plus le voir. L'écran ne montrait plus que la porte d'entrée, fermée, normale, exactement comme l'avait décrit Madame Dubois. « Vous voyez ?»
a-t-elle dit avec satisfaction. Il n'y avait personne. Votre imagination vous avait joué un tour. Mais maintenant, tout est redevenu normal. Allez vous reposer, mon petit Thomas. Demain matin, vous rirez de toute cette histoire. Mais je savais que l'homme n'était pas parti. Il s'était simplement déplacé, mis hors de portée de la caméra, pour une raison que je ne comprenais pas encore. Sa voix ne sortait plus de l'interphone, mais je sentais encore sa présence quelque part dehors, dans l'obscurité de la rue. Madame Dubois a commencé à remonter l'escalier, ses chaussons claquant doucement sur le carrelage froid. « Bonne nuit, monsieur Thomas », a-t-elle dit depuis le premier étage. « Et n'hésitez pas à frapper à ma porte si vous avez besoin de quelque chose. Je dors très mal ces temps-ci, alors ça ne me dérange pas d'être réveillé. » J'ai attendu qu'elle disparaisse complètement dans l'escalier avant de regarder de nouveau l'écran. La porte d'entrée était toujours là, silencieuse, apparemment normale. Mais quelque chose avait changé. Une ombre se dessinait maintenant sur le sol devant la porte. L'ombre d'une silhouette humaine qui ne devrait pas être là, puisque personne n'était visible sur l'image. Cette ombre prouvait que l'homme était toujours présent, qu'il s'était simplement positionné de manière à échapper à la caméra, tout en restant assez proche pour projeter son ombre dans le champ de vision. C'était une manœuvre habile qui lui permettait de continuer à manifester sa présence sans être directement visible. J'ai contourné l'écran de surveillance pour me diriger vers la porte d'entrée elle-même. La vitre opaque me permettait de distinguer vaguement les formes extérieures, mais pas assez nettement pour identifier des détails. J'ai collé mon oreille contre le verre froid, essayant de percevoir des sons venant de l'extérieur. Il y avait effectivement quelqu'un dehors. J'entendais une respiration calme, régulière, comme celle de quelqu'un qui attend patiemment. Parfois, un léger frottement de tissu suggérait un mouvement discret, un changement de position. L'homme était là, juste de l'autre côté de cette mince cloison de verre et de métal. « Je sais que tu m'écoutes », a murmuré une voix étouffée à travers la porte. Ce n'était plus ma voix sortant de l'interphone, mais une voix physique, réelle, qui traversait les matériaux. Une voix qui ressemblait à la mienne, mais avec des harmoniques différentes, comme si elle venait de plus loin ou d'ailleurs. « Je ne vais pas forcer ta porte », a continué la voix. « Je ne vais pas essayer d'entrer par effraction. Ce serait contraire à ma nature, contraire à notre nature. Mais je ne partirai pas non plus. Je resterai là jusqu'à ce que tu sois prêt à accepter ce que je représente. » Cette promesse était à la fois rassurante et menaçante. Rassurante parce qu'elle excluait toute violence, toute intrusion forcée. Menaçante parce qu'elle impliquait une présence permanente, une surveillance constante qui transformerait ma vie en prison psychologique. J'ai regardé ma montre. 3h08. Plus d'1 heure s'était écoulée depuis le premier coup de sonnette, et la situation semblait s'installer dans la durée. L'homme avait manifestement prévu de passer toute la nuit dehors si nécessaire. Il avait une patience inhumaine, ou plutôt surhumaine. « Qui êtes-vous vraiment ?» ai-je demandé à travers la porte, parlant directement au verre opaque. « Que voulez-vous de moi? Pourquoi cette mascarade avec mon visage, mes vêtements, ma voix ?» La réponse a tardé à venir.
comme si l'homme réfléchissait à la meilleure façon de formuler la vérité. Quand sa voix a repris, elle avait une tonalité plus grave, plus solennelle. « Je suis ce que tu aurais été si tu avais fait d'autres choix. Je suis ta part d'ombre, celle que tu as toujours refusé d'assumer. Je suis né de tes regrets, de tes frustrations, de tous ces moments où tu t'es dit « et si j'avais osé ?» Cette explication métaphysique était troublante par sa cohérence. J'avais effectivement accumulé beaucoup de regrets au fil des années. Les études que je n'avais pas poursuivies, les femmes que je n'avais pas abordées, les voyages que je n'avais pas faits, les risques que je n'avais pas pris. Et si tous ces choix non faits avaient généré une entité parallèle? Mais pourquoi maintenant ai-je continué? Pourquoi cette nuit précisément? Parce que tu as atteint un point de rupture, a expliqué la voix. 32 ans célibataire, seul dans ton appartement parisien, avec l'impression de passer à côté de ta vraie vie. Hier soir, en rentrant de ce dîner chez Sophie et Marc, tu as écrit dans ton carnet que tu ne supportais plus cette existence fade et prévisible. Le détail était exact. La veille, après ce dîner difficile chez mes amis, j'avais effectivement noirci plusieurs pages de mon carnet avec mes frustrations existentielles. J'avais écrit que ma vie ressemblait à un brouillon, à une esquisse ratée de ce qu'elle aurait dû être. Comment cette entité connaissait-elle mes écrits les plus récents? Tu m'as appelé sans le savoir, a poursuivi la voix. Chaque phrase de désespoir, chaque regret exprimé, chaque essie formulé dans le secret de ton cœur m'a donné une existence un peu plus consistante. Je suis l'accumulation de tous tes rêves inaccomplis, Thomas. Je suis la version de toi qui n'a pas eu peur de vivre. Cette genèse spirituelle était fascinante et terrifiante. L'idée que nos pensées négatives puissent créer des entités autonomes relevait de la parapsychologie, mais elle avait une logique interne séduisante. Et si la conscience humaine était plus puissante que nous le pensions? Et si elle pouvait effectivement générer des formes de vie alternatives? Que se passera-t-il si je vous laisse entrer? Ai-je demandé, même si je redoutais la réponse. Nous fusionnerons, a dit la voix avec une simplicité désarmante. Tu récupéreras tous les aspects de ta personnalité que tu as refoulés, et moi je retrouverai l'ancrage physique qui me manque. Nous redeviendrons un être complet, unifié, capable d'assumer pleinement son existence. Le processus décrit ressemblait à une guérison psychologique, à une réconciliation avec ses démons intérieurs. Mais le prix à payer restait flou, inquiétant. Que resterait-il de ma personnalité actuelle après cette fusion? Serais-je encore moi-même ou deviendrais-je quelqu'un d'autre? Et si je refuse, ai-je continué? Tu continueras à vivre cette existence incomplète qui te rend si malheureux, a répondu la voix sans émotion particulière. Et moi je resterai dehors, dans le froid et l'obscurité, en attendant que tu changes d'avis. Ça peut durer des années, Thomas. Je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre. Cette perspective d'un siège psychologique indéfini était épouvantable. Imaginez cette présence constante devant ma porte, cette surveillance permanente qui transformerait chaque sortie en épreuve, chaque retour en confrontation. Ma vie deviendrait un enfer de culpabilité et de paranoïa. J'ai reculé de la porte
et j'ai regardé de nouveau l'écran de surveillance. L'ombre était toujours là, projetée sur le sol devant l'entrée, preuve irréfutable de la présence de l'homme invisible. Cette ombre dansait légèrement, suggérant de petits mouvements, des changements de position discrets. L'horloge du hall marquait maintenant 3h26. La nuit s'étirait interminablement, et j'avais l'impression d'être pris dans une boucle temporelle. Chaque minute ressemblait à la précédente. Chaque réflexion tournait en rond sans trouver d'issue. J'étais face à un choix impossible entre deux formes de souffrance. « Montrez-vous », ai-je demandé soudain. « Revenez devant la caméra. Je veux vous voir, une dernière fois avant de prendre ma décision. » Il y a eu un moment de silence, puis l'ombre sur le sol s'est déplacée. L'homme est réapparu dans le champ de vision de la caméra, exactement comme au début de cette nuit étrange. Même position, même immobilité, même visage impossible, avec cette absence de bouche qui défiait toute logique anatomique. Mais quelque chose avait changé dans son expression. Ses yeux, qui étaient les miens, exprimaient maintenant une lassitude profonde, une tristesse infinie, comme si cette longue attente l'avait épuisé, comme si cette confrontation nocturne lui coûtait autant qu'à moi. Il n'était pas seulement un prédateur patient, mais aussi une victime de cette situation impossible. Il a levé sa main droite vers la caméra, lentement, en un geste qui ressemblait à un adieu ou à une bénédiction. Ses doigts se sont écartés, révélant la paume avec ses lignes de vie, identiques aux miennes. C'était un geste d'apaisement, de réconciliation, qui contrastait avec la tension des dernières heures. « Je ne te veux aucun mal », a dit ma voix avec une douceur lasse. « Je suis fatigué d'attendre. » Je n'ai pas répondu. Ma main a flotté au-dessus du bouton comme une abeille, hésite avant de se poser sur une fleur trop brillante. Mes doigts tremblaient. Dans la vitre de la porte, mon reflet me sondait. Mes lèvres étaient là, roses, humides, banales. La pensée m'a traversé l'esprit comme une lame froide. Et si la bouche était le prix de l'entrée? Et si ce qui manquait à l'un devait être payé par l'autre? « Regarde », a repris la voix. « Je peux prouver que je ne suis pas un intrus. » Sur l'écran, il a glissé ses clés dans la serrure extérieure. Le métal a tourné sans bruit. La porte n'a pas bougé. Le verrou électrique tenait encore. Il a retiré les clés et me les a montrées, paume ouverte. Puis il a posé ses doigts sur sa gorge, comme pour calmer un sanglot invisible. Je me suis surpris à chuchoter. « Et si je t'ouvre, que deviendrons-nous » ? « Entier, » a dit la voix. « Ni toi ni moi ne disparaîtrons. Nous cesserons seulement d'être incomplets. » Le hall sentait l'encaustique tiède. Les néons grésillaient par vagues, comme les côtes d'un animal endormi. Une pensée a surgi, simple, lumineuse. On ne peut pas vivre éternellement en bordure de soi-même. J'ai posé l'index sur le bouton d'ouverture. Le déclic a claqué dans tout l'immeuble, net, irrévocable. La serrure a vibré. Dehors, il n'a pas bougé immédiatement. Il a levé les yeux vers la caméra, puis vers la vitre, puis vers moi. Un remerciement a traversé son regard. Il a poussé la porte avec une lenteur presque cérémonielle et a franchi le seuil. Je n'ai pas fui. J'ai reculé d'un seul pas, pas davantage. Il s'est arrêté à une distance exacte, celle où deux personnes peuvent se parler sans élever la voix. De près,
L'absence de bouche n'était pas moins absurde, mais elle n'était plus monstrueuse. Elle ressemblait à un silence sculpté dans la chair. « Thomas », a dit ma voix depuis rien, « tends la main. » J'ai obéi. Sa peau m'a touché la mienne. La décharge est revenue, plus profonde, comme un accord grave qu'on sentirait dans la cage thoracique. Une fraîcheur a coulé de ma main à mon poignet, puis à mon coude, puis à mon épaule. Dans le même temps, une chaleur montait de son bras à lui. Je savais ce que nous étions en train de faire, sans pouvoir le nommer. Les néons ont vacillé. Sur l'écran, 2 silhouettes, presque superposées, n'en faisaient plus qu'une, puis de nouveau 2, puis encore une. Sa peau, à lui, a frémi au niveau du visage. Sous le nez, une ride fine s'est dessinée, timide, comme un trait de crayon sur du papier trop lisse. J'ai senti, dans ma propre face, une tension inverse, une crispation étrange autour des lèvres. « Respire », a dit la voix qui était la mienne et la sienne. J'ai inspiré. L'air avait un goût de poussière et de pluie. J'ai senti mes lèvres se desserrer et, au même instant, j'ai vu sur son visage la ride se creuser, s'ouvrir, se ourler. Une fente s'est formée, puis une bouche, pâle et neuve, comme si la peau se souvenait soudain de son usage. Il a entrouvert cette bouche pour la première fois et a laissé sortir un souffle court, surpris. Il a prononcé un mot, « Merci ». Ce simple mot a rempli le hall. Il l'a répété, plus bas, pour lui et pour moi. La voix ne passait plus par les fils. Elle venait de la chair retrouvée. Un rire lui a échappé, petit, incrédule, immédiatement suivi d'un sanglot. Il a porté la main à sa bouche, comme on protégerait une bougie fragile du vent. Je me suis senti vaciller. Un vertige bref, pas plus violent qu'une marche manquée. Ma langue a effleuré mes dents. Tout était là. J'ai touché mes lèvres. Elles répondaient, chaudes, vivantes. Mais quelque chose avait changé. Un détail que je ne pouvais pas nommer. Comme si la frontière entre nous avait été déplacée d'1 millimètre. Et maintenant, ai-je demandé, la gorge sèche. Maintenant nous montons, a-t-il dit, chez nous. Il a tendu mes clés. Le trousseau a tinté contre ma paume. Nous avons traversé le hall ensemble. Nos pas battaient la même mesure, décalés d'un demi-souffle. Dans la cage d'escalier, la minuterie du palier supérieur s'est allumée d'elle-même, comme si quelqu'un venait d'appuyer. Nous n'avions croisé personne. À mi-chemin, je lui ai pris le carnet noir sans réfléchir. Il n'a pas résisté. Je l'ai glissé dans ma poche. Le cuir collait un peu à la sueur de ma main. Une paix étrange me gagnait, méfiance et soulagement mêlés, comme après une longue fièvre. Devant ma porte, j'ai introduit la clé. Le cylindre a tourné. La poignée a cédé. Avant d'entrer, nous nous sommes regardés, lui et moi. Son visage conservait la nouveauté d'un visage qui vient de naître. La bouche, encore hésitante, dessinait un pli incertain entre sourire et prière. Ses yeux, qui étaient les miens, reflétaient le rectangle pâle du couloir. « Une dernière chose », a-t-il dit tout bas, « quoi qu'il arrive, n'éteins pas la lumière. » Je n'ai pas demandé pourquoi. Nous avons franchi le seuil. L'odeur familière du café froid et du livre ouvert sur la couette nous a accueillis. Sur la table de nuit, le chargeur pendait sans téléphone. Dans la glace de l'entrée, 2 silhouettes se tenaient côte à côte, jumelles, et pourtant pas tout à fait. Nous avons avancé jusqu'au salon.
Il a posé sa main sur le dossier du canapé, puis sur le rebord de la fenêtre, comme s'il apprenait les objets par le toucher. Chaque surface semblait le baptiser. Il s'est arrêté devant la grande glace, au mur. Je l'ai imité. Nous avons levé la main en même temps. Dans le reflet, une seule main s'est levée. Le silence s'est épaissi. Je ne saurais dire combien de temps nous sommes restés là. J'ai entendu un cliquetis lointain. Peut-être un radiateur, peut-être une canalisation. La lumière du plafond bourdonnait gentiment. « Regarde », a-t-il murmuré. Dans la glace, mon visage à moi était net, banal, avec ses lèvres, ses rides fines, sa fatigue. Le sien, à lui, n'était plus visible. Là où il aurait dû se tenir, la surface ne rendait que mon image, entière et inentamée. Pourtant, il était à ma droite, bien réel. Sa chaleur me frôlait le bras. « Tu vois », a-t-il dit, « c'est toujours la même histoire. Dans le verre, il n'y en a qu'un. Dans la pièce, nous sommes deux. Il faut choisir le monde où tu veux vivre. » Je n'ai pas bougé. Je sentais la réponse venir, simple, terrible. J'ai éteint la lumière du salon et, comme il me l'avait demandé, j'ai laissé la lumière de l'entrée allumée. Dans la pénombre, la glace a cessé d'être un jugement. Elle n'était plus qu'une tache sombre où rien ne s'accrochait. Nous nous sommes assis. Il s'est tourné vers moi. Sa bouche, encore maladroite, s'est entr'ouverte. « Tu me laisseras parler pour nous quand tu n'y arriveras pas, et je te laisserai te taire pour nous quand je parlerai trop. C'est comme cela que nous serons entiers. » J'ai hoché la tête. Les mots m'ont manqué, pour la première fois depuis des années, sans que cela me fasse peur. La paix, ou quelque chose qui s'en rapproche, s'est posé sur nos épaules. Au petit matin, quand la lumière grise a franchi les rideaux, je me suis levé seul du canapé. Le tapis gardait l'empreinte de 2 pas côte à côte. Dans l'entrée, l'ampoule brûlait encore. Sur la porte, à hauteur d'homme, une trace de paume dessinait un voile de poussière plus clair. Je me suis approché du miroir. Mon visage m'a rendu mon regard. J'ai souri. La bouche était là. Elle m'a semblé un peu plus grande qu'hier, ou peut-être plus juste. Sur la table, le carnet noir m'attendait, ouvert à une page blanche. J'ai pris le stylo. J'ai écrit lentement. Cette nuit, j'ai ouvert. Le grésillement lointain de l'interphone a vibré, timide, presque imaginaire. Je me suis arrêté d'écrire pour écouter. Rien n'a suivi. Alors j'ai repris le stylo et j'ai ajouté une phrase. Je ne suis plus tout à fait seul.